Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Propaganda, un épisode qui sera consacré au cinéma de propagande. Mais alors, les films de propagande, qu'est-ce que c'est ? Les films de propagande peuvent sembler à première vue très similaires à leurs confrères d'Hollywood. Ils vont utiliser les mêmes techniques de réalisation, les mêmes codes visuels et narratifs, mais ce qui va les distinguer fondamentalement, c'est leur intention. Un film, tel qu'on l'entend, habituellement, c'est une œuvre artistique avant tout, conçue pour divertir. Et les films de propagande, eux, ils ont un objectif très précis, transmettre un message idéologique. Ils vont se construire sur un mélange d'informations et d'opinions dans le but de façonner les perceptions, de réduire la diversité des points de vue et de dissuader toute forme de réflexion critique. En gros, c'est une technique de manipulation et un véritable bourrage de crâne. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est peut-on vraiment considérer ces films comme appartenant à un genre à part entière ? Alors, ces films, ils suivent des codes très précis, comme n'importe quel autre genre de film, mais ils sont construits pour être comme des fenêtres sur la réalité.
En gros, le spectateur se sent proche parce que lui ou ses ancêtres ont vécu quelque chose de similaire par rapport aux films de propagande. Avec ces films, on va créer une sorte d'illusion de la vie, une illusion qui va devenir un outil pour proposer des idées et des réalités alternatives. Cette capacité à créer l'illusion du réel, c'est ce qui permet aux films de transmettre des idées, et c'est là qu'ils se démarquent par exemple des films de fiction ou des films fantastiques. On cherche vraiment à donner une impression d'une représentation fidèle de la vie. Là où les films, disons, plus classiques racontent une histoire qui peut s'étendre sur une période plus ou moins longue. Les films de propagande, ce sont vraiment des films qui vont s'inscrire dans un contexte idéologique bien spécifique, contrairement aux films historiques qui, eux, visent à retranscrire des faits ou une période historique de manière assez neutre. Les films de propagande, eux, sont là pour cultiver un véritable culte de la personnalité et leur objectif, ça va être influencer, voire endoctriner le spectateur. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on réalise ces films de propagande ? Ces films y répondent à un besoin, tout comme leurs cousins du cinéma, et besoins qui ne sont pas si éloignés. Les films de propagande, ils sont nés en Italie sous couvert du mouvement fasciste. Joseph Goebbels, à l'époque, ministre chargé de la propagande et proche du chancelier allemand, en fera son cheval de bataille. Même si Staline et Lénine, avant lui, auront fait un grand usage sous le régime communiste. Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? За все! За все, что вы сделали для нашего народа! Для нас! Отец Сталин! Viva Stalin! Vive notre Stalin! Vive Stalin! Мира и счастья! Pour Goebbels, tout commence avec Frank Capra. C'est un célèbre réalisateur américain des années 30 et il est le réalisateur phare de l'American Way of Life. Ces films, ils vont vraiment implanter dans l'esprit de milliers de jeunes Américains que le travail paye et que faire du bon amène du bon. Goebbels, il admirait vraiment cette capacité qu'avait Capra à élever n'importe quel banal personnage à un héros de la nation, et on remarque surtout ça dans les films, par exemple américains, par exemple avec Captain Marvel, qui est vraiment le héros de la nation américaine. Et donc c'est sous l'influence d'un Goebbels gonflé d'orgueil, d'images, que le chancelier allemand décidera d'élever le cinéma de propagande à sa forme finale, une œuvre politique à part entière qui délaisse complètement une démarche artistique. Et je cite les paroles du chancelier: « Je veux que le cinéma soit un instrument de propagande, de telle sorte que chaque spectateur sache qu'il va voir un film politique. Lorsque de la propagande politique se cache sous une couverture artistique, cela me rend malade. » Et donc c'est là que les branches de la propagande se divisent. Si la propagande allemande s'affranchit de toute démarche artistique, ce n'est pas du tout le cas pour la propagande soviétique, qui, elle, va vraiment garder un ancrage dans le monde de l'art et justement va utiliser cette beauté du cinéma pour sortir des scènes toujours plus impactantes chez le téléspectateur. Maintenant, on peut se demander quand est-ce qu'on va utiliser le cinéma de propagande. Le plus généralement, il s'agit d'outils politiques utilisés soit à l'insu de la population, dans un contexte de paix ou de maintien de la paix, soit dans un contexte de conflit et d'appel à l'union. Donc même si on pourrait croire que cette façon de fonctionner a des limites et devrait naturellement s'éteindre avec notamment les réseaux sociaux et le partage de l'information dans lequel on est constamment, il est en fait toujours efficacement utilisé et continue d'avoir une part importante dans notre quotidien. Certains films continuent aujourd'hui à se revendiquer comme de la propagande, mais ils n'adhèrent plus du tout à cette étiquette strictement politique qui leur collait à la peau depuis déjà quelques décennies.
Certaines œuvres revendiquent bel et bien des convictions politiques précises, mais ne s'affranchissent plus du monde artistique pour autant. Et nous recevons quelqu'un de bien placé pour en discuter avec nous, Mila Ketaeva. Mila, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes journaliste à l'association Radio Val de Reims et vous avez travaillé du coup pour la télé ukrainienne, qui d'ailleurs subit depuis plusieurs années la propagande soviétique de plein fouet. Parmi toute la propagande, c'est celle soviétique qui se démarque. Dès les premiers films d'Eisenstein, Vertov, Kulishov et d'autres, le gouvernement soviétique il a captivé l'esprit des gens grâce au cinéma. Votre opinion, elle m'intéresse. Vous, en tant que journaliste, vous avez travaillé à la télévision, à la radio, et vous êtes également résidente d'un pays post-soviétique. Dites-moi pourquoi la propagande elle était si importante pour le gouvernement soviétique après la mort de Staline et lors des différentes périodes de dégel ou de prétendue démocratisation de la société. Oui, en fait, la propagande est une composante incontournable de tout État totalitaire. Et avec l'apparition du cinéma et de la télévision, promouvoir les idées favorables au gouvernement est devenu encore plus simple et plus efficace. Heureusement, la société moderne est davantage en pensée critique et dispose d'un accès illimité à l'information grâce à énorme de sources de l'information, mais dans les sociétés totalitaires, notamment soviétiques, les sources de l'information étaient rares, toutes subordonnées au gouvernement et soumises à des contrôles stricts. Et c'est pourquoi les gens ne remettaient pas en question les informations qu'ils entendaient de la seule source disponible, c'est la télévision. Ils croyaient que ce qu'ils voyaient à la télévision. Oui, c'est vrai. Et même moi, il m'est arrivé de nombreuses fois d'entendre les personnes plus âgées que moi justifier leur opinion par la phrase « parce que c'est ce qu'ils ont dit à la télé ». Et pourquoi c'est vrai. Et c'est bizarre maintenant, mais ils ne cherchaient pas en fait à s'informer autrement. Oui, et ils ne pouvaient pas de chercher ça parce que c'était impossible. Et en ce qui concerne le fonctionnement de la télévision soviétique, c'est très intéressant de noter qu'il n'y avait pas la diffusion en direct. C'était juste l'illusion du direct, mais c'était un décalage de 10 minutes pour faire le contrôle strict et pour couper, si besoin, les passages inappropriés ou gênants. Vous n'avez pas grandi en regardant des films comme Le Cuirassé ou Enthousiasme de Vertov, parce que c'est des films qui sont quand même loin de votre génération. Mais pourtant, étonnamment, même dans les écoles de cinéma, ils sont présentés comme des exemples de création brillante quand même pour le cinéma. Cependant, il y a des films que vos parents vous ont montrés et qui ne sont pas si connus du public français, censés être pour le peuple et non dans un but de propagande. Du coup, dites-nous vraiment où se cache la propagande et comment elle se manifeste dans ces films. En fait, il n'est pas très surprenant que certains films soviétiques soient souvent cités comme des exemples de chefs-d'œuvre cinématographiques. Mais la composante idéologique de ces films était dictée par le gouvernement. Et en fait, il faut ajouter pourquoi la propagande était si importante pour l'État soviétique, pour soumettre la
la société et pour le rendre obéissante. Bien que la propagande soviétique a diffusé de nombreuses idées, mais un thème central et dominant de tous les autres, c'était la glorification de l'Union soviétique. Et dans absolument tous les films et les émissions de toutes les périodes soviétiques, ce thème est omniprésent. On implantait dans l'esprit des gens la conviction qu'ils vivent mieux que les autres et que leur pays était grand et puissant. Et de plus, l'Union soviétique était exaltée par le gouvernement, bien sûr, comme le pays vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, mais on sait bien que ce n'était pas le seul pays à y mettre fin. Mais ça explique la énorme quantité de films soviétiques sur la guerre, sur l'armée soviétique, et c'était pour militariser la société. Mais à propos des autres thèmes de propagande et à propos de vos questions sur les films plus récents que je regardais avec mes parents, c'était les films des années 1970-1980. Et bien qu'il n'ait pas toujours créé pour la propagande directe, mais c'était les idées inacceptables aujourd'hui dans la société moderne européenne. Comme la place des femmes, par exemple. Oui, par exemple, la promotion d'une société patriarcale et en Union soviétique, des idées antiféministes dominaient. Malheureusement, comme on peut le voir dans le film Moscou ne croit pas aux larmes de Vladimir Menchov, sorti en 1979, et qui est d'ailleurs le seul film soviétique à avoir remporté un Oscar. Il raconte l'histoire d'une femme forte, mère célibataire, qui réussit professionnellement. Et c'est trop bien, à première vue, cela semble positif, n'est-ce pas? Mais dans le film, on lui fait croire qu'elle est malheureuse parce qu'elle est célibataire. C'est déjà bizarre. Et quand elle commençait une relation amoureuse, elle n'ose pas dire à son partenaire son poste. Et quand il découvre la vérité, il la quitte. Seulement parce qu'elle a un poste plus élevé que le sien et gagne plus. Donc encore récemment, la place des femmes était assez complexe. On vous diffuse un extrait de Moscou tout de suite. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется Александра, он надышится Москвой. Москву рябиной красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листве. Donc, pour conclure, les films de propagande, même s'ils utilisent les codes classiques du cinéma, ils ont un but bien précis, influencer nos idées, voire nos valeurs. Donc, en prenant appui sur la réalité pour créer une illusion crédible. Donc, qu'ils portent des messages politiques, culturels ou sociaux, comme on a pu voir du coup avec la place des femmes, par exemple. Ces films vont vraiment continuer aujourd'hui de diffuser des idéologies, surtout avec l'appui des nouveaux médias et des formats numériques. Mila, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'association Val de Reims. Merci d'être intervenue dans Propaganda. Je suis Lucie et c'était l'émission qui explore la propagande dans le cinéma.